2e sujet Saint pour moi avec l'analyse du Galaxian Wars. Donc je vous l'ai dit, hein, je comptais faire une analyse plutôt par arc. Bon, étant donné que le premier épisode, c'est toujours un peu spécial et qu'il y avait d'ores et déjà beaucoup de choses à en dire, j'avais préféré mettre quand même le 1er épisode de côté. Donc voilà, j'ai fait le premier épisode. Maintenant, on passe à l'étude plutôt par arc et le premier arc, véritablement, c'est le Galaxian Wars qui couvre donc les épisodes 2 à 7 et qui couvre aussi du coup le premier volume et la moitié du deuxième à peu de choses près. Alors, le Galaxian Wars que l'on pourrait traduire par les guerres intergalactiques, mais dans le dessin animé on appelle le tournoi intergalactique dans l'AVF, a pour but de mettre en avant les 10 chevaliers de bronze qui donc défendent la cause d'Athéna. Donc vous avez une présentation des différents personnages, même si je pense que vous vous en doutez, il y en a certains qui ont une présentation extrêmement expéditive. Donc par exemple, Ichi de l'Hydre, c'est tellement rapide que j'ai beau connaître très très bien Senseiya, j'ai un mal de chien à retenir son nom, Ichi, parce que je pense qu'il est jamais cité en fait véritablement dans le dessin animé. Donc déjà, ça vous en dit long. Un peu pareil pour Nachi, il est cité vraiment une fois quand il est au sol, une fois que Iki lui a mis la misère. Donc, voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je vous les montre une fois, mais je vais un peu détailler par la suite. Certains sont bien évidemment bien plus importants que les autres. Donc vous avez Ban du petit lion, Iki du phénix, Shiryu du dragon, Ichi de l'hydre, Geki de l'ours ou de la grande ours, Nachi du loup, Yoga du cygne, Shun d'Andromède, Seiya de Pégase et Jabu de la licorne. Alors pourquoi un tournoi? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Alors, déjà, de manière générale, au niveau des shonen, c'est le grand classique. Martin, cite-moi 2 shonen où il y a des tournois. Dragon Ball, Naruto. Voilà, en 2 secondes. Et je lis plus de mangas que Martin, je pense, et pourtant ça lui a pris 2 secondes. Voilà. Ouais. Donc c'est un immense classique des shonen, de combat, hein, effectivement, le tournoi. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est toujours sympa de voir un peu la différence de niveau des personnages et surtout, ça te permet assez vite de mettre en avant des personnages sans trop te prendre la tête niveau scénario et de faire le fameux coup du méchant qui devient gentil. Donc, c'est assez typique de ce type de lecture. Senseiya n'échappe pas à la règle, même si techniquement ils ne vont pas jusqu'au bout du tournoi, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, tu as un côté classique, on va dire. Et tu as un côté aussi un peu pratique, à savoir présenter rapidement, sans trop de prise de tête, 10 personnages. Au niveau du scénario, il y a une petite explication. Donc, Saori Kido explique que c'est son grand-père qui aurait été un immense amateur de sport de combat et qui avait appris l'existence des chevaliers de bronze, qui a décidé d'organiser cette super compétition pour que 10 personnes au pouvoir extraordinaire s'affrontent et le grand gagnant aura l'armure d'or. Donc il passera d'une armure de bronze à une armure d'or. Ça, c'est l'explication qui est donnée au grand public. Concernant la véritable explication, on l'a un petit peu plus tard. Par contre, ce qui est déjà intéressant, c'est pourquoi Seiya participe au tournoi. Alors, il faut savoir qu'à la base, lui, il quitte la Grèce parce qu'il a fini son entraînement et il retourne au Japon. Pourquoi? Tout simplement pour retrouver sa sœur. Mitsuma Sakido avait promis à Seiya que s'il revenait avec l'armure sacrée, il pourrait tout simplement revoir sa sœur. Le problème, c'est que Mitsuma Sakido est mort 1 an après son départ et que bah, sa sœur, elle a disparu de l'orphelinat. Donc là, Seiya, il se pointe et puis il est comme un idiot parce que bah, sa sœur a disparu et qu'il n'a aucun moyen de la retrouver. Et là, vous avez donc Saori Kido, future Athéna, qui lui dit bah, participe au tournoi, remporte le tournoi et on mettra tout en place pour le retrouver. Tu sais, nous, on a plein d'argent, avec tous les moyens qu'on a, c'est un jeu d'enfant pour le retrouver. Bah, en fait, fais-le tout de suite, meuf. Franchement, c'est pour ça que j'ai dit qu'au tout début, elle est assez détestable et que c'est que par la suite, une fois qu'elle devient véritablement Athéna, qu'elle est plus appréciable, là, c'est juste la princesse Saori. Et clairement, elle agit comme une princesse tête à claque, hein. Là, elle lui sort le coup du bah, gagne le tournoi et puis bah, on fera les recherches pour toi. Non, mais meuf,
ton père a fait une promesse déjà à la base, enfin ton grand-père lui a déjà promis que s'il se pointait avec l'armure, tu lui filais sa sœur, en fait. Oh mais fais pas chier! Non, tu mets maintenant tout en place pour la retrouver, pas après le tournoi, enfin, c'est un personnage à ce moment-là, c'est un personnage mais détestable, quoi. Bon, Seiya, il est pas dupe, mais voilà, il, parle avec un autre personnage, pareil, je vais y revenir un peu plus tard, qui lui dit que: «Non, mais participe au tournoi parce que de toute façon, tu vas être, le tournoi va être diffusé dans tous les pays du monde. Je sais pas où est ta sœur, mais clairement, elle te verra à la télévision» et c'est comme ça qu'il accepte d'aller au, tournoi. Oui, c'est à l'époque où les gens étaient encore devant la télévision. Donc avant le tournoi, on a plusieurs relations qui sont mis en place. Donc Saori, cette fois, j'ai clairement fait passer au rouge parce qu'elle exagère. Franchement, elle est détestable. Avec le fameux participe au tournoi Tokar et Seiya qui accepte pour passer à la télévision. Pourquoi? Pour retrouver Seika. Qui est-ce qui lui a conseillé de participer au tournoi? C'est Mio, donc qui est une ancienne orpheline, j'avais plus le terme, qui est une ancienne orpheline, tout comme Seiya, mais qui a grandi, bah, comme Seiya et qui à présent travaille à l'orphelinat parce qu'elle a toujours aimé les enfants. Elle est amoureuse de Seiya. Seiya, clairement, il la calcule absolument pas. Il y a une petite relation qui est mise aussi en avant, basée un peu sur une rivalité entre Seiya et Jabu. Je l'ai mis dans les 2 sens, mais on va dire que Seiya est surtout le rival de Jabu, tandis que Jabu n'est pas vraiment le rival de Seiya. Il en a un peu rien à foutre de de Jabu. Donc, mais Jabu, en tout cas, à ce moment-là, le prend un peu, comme un rival. Ils représentent tous les 2, enfin, ils sont tous les 2 protégés par une constellation qui représente un cheval, donc Pégase avec le cheval ailé et Jabu, la licorne, donc le cheval à la corne. Hem, donc déjà ça, c'est vrai que c'est assez intéressant et par contre, en termes de caractère, ils sont totalement opposés avec Seiya qui est extrêmement rebelle, donc je disais parfois un peu trop même. Des fois, il va pas réfléchir, il va même pas écouter, les autres tout simplement, limite par esprit de contradiction, presque le l'ado, dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire et en même temps, ce qui est un peu logique puisqu'ils sont, très jeunes, bien plus en tout cas que ce que, le dessin animé et surtout les doubleurs nous mettent en avant. Et Jabu, à l'inverse, est extrêmement soumis, extrêmement dévoué à Saori, chose que Seiya ne fera que par la suite, une fois qu'il comprendra que Saori est Athéna et pas, entre guillemets, juste une princesse. Au niveau des derniers personnages, donc Tatsumi, qui est le majordome tout d'abord de Mitsu Masakido et qui sera du coup par la suite le majordome uniquement de Saori une fois que Mitsu Masakido ne sera plus là, puisque bah, comme je vous l'ai dit, il nous quitte en cours de route. Et Mitsuma Sakido est présenté comme étant le grand-père de Saori. Par la suite, on comprendra qu'il était plus le grand-père adoptif. Oui, absolument, hein, Seiya, il a été chercher l'armure, il a ramené, et surtout, il a ramené l'armure juste pour retrouver sa sœur, hein. Donc, et ça va être le cas à peu de choses près durant une bonne partie du manga, même si ça va surtout être mis en avant, jusqu'au Chevalier d'Argent, je pense. Après, ça va être mis un peu en suspens. On va un tout petit peu en reparler, durant Poséidon et bah, étant donné qu'après, l'auteur va un peu avoir le feu aux fesses pour terminer son œuvre, ça va être bâclé et on va revoir du coup sa sœur dans Hades, très, très rapidement. Il y a aussi une petite parenthèse qui est faite dans le manga papier, dans le dessin animé, c'est pas véritablement mis en avant, mais c'est quelque chose qui va être repris de temps en temps, pas systématiquement, mais de temps en temps, où on explique que les chevaliers, vivent sur terre, dans le sanctuaire, un endroit qui est difficilement accessible, d'où le fait que, quand tu assistes à des scènes dans le sanctuaire, tu as pas, de public, de touristes ou de choses comme ça, hein, tu as pas de personnes lambda. Mais à l'inverse, tu peux voir, notamment dans les spin-offs, par exemple, des chevaliers se balader, par exemple, dans les villages de temps en temps, aux alentours du sanctuaire, ça c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que eux quittent le sanctuaire, mais les autres ne vont pas dans le sanctuaire. Euh, et ils se manifestent lorsque le monde, à peu de choses près, est en flammes. Et là, tu as plusieurs choses qui sont mises en avant. Tu as un peu deux sons de cloche. D'un côté, on te dit que ils interviennent surtout lorsque, le mal avec un grand M est là, on va dire. C'est-à-dire, bah, notamment lorsque le spectre d'Hadès se réveille.
Donc ça, c'est un peu la mission principale des chevaliers de bronze. C'est un peu comme ça que c'est présenté. Maintenant, en de rares occasions, on te précise quand même qu'ils interviennent aussi dès lors qu'il y a des problèmes, entre, êtres humains et pas juste, des problèmes qui impliquent des divinités. Donc là, vous avez Tatsumi qui fait une conférence de presse, qui n'est pas présente dans le dessin animé. Vous avez une conférence de presse après le tournoi, mais dans le dessin animé, il n'y en a pas avant le tournoi, tandis que là, il y en a aussi une avant le tournoi, où il explique que, bah, les chevaliers de bronze, vous ne le savez pas, mais voilà, ils interviennent dès lors qu'il y a une guerre. Et c'est comme ça que, par exemple, Napoléon a été vaincu, que l'invasion des Mongols a pris fin, ou que l'Empire romain a fini par s'effondrer. C'est parce que à chaque fois, un ou plusieurs chevaliers ont fini par intervenir pour mettre fin au massacre. Enfin, ça c'est comme d'habitude, ça dépend si vous êtes français ou pas. Si vous êtes, français, c'est: «Non, il a mis fin aux conquêtes de Napoléon». Mais bien sûr, pour le reste du monde, c'est, fin au massacre, hein, on va pas trop se mentir. Au niveau du tournoi, on assiste à peu de choses près à, 6 combats. Certains vont être plus rapides que d'autres, certains vont être plus anecdotiques que d'autres. Donc on va avoir droit à, Cygnus contre, l'hydre, on va avoir à Pegasus contre, l'ours, on va avoir droit ensuite au dragon contre Seiya, on va avoir droit à Jabu de la licorne contre Andromède, Jabu de la licorne contre l'ours et on va avoir droit au, loup face à Iki. Comme vous pouvez le voir, le tournoi n'est pas fini. Normalement, il y a encore d'autres combats, mais les autres combats, on ne les voit pas. Sachant que le combat entre la licorne et Andromède n'a pas vraiment de fin, et le combat entre Iki et le loup n'a même pas commencé à peu de choses près. Le combat entre la licorne et l'ours, on voit que des tout petits morceaux. Donc en fait, les 3 véritables combats, on va dire, c'est vraiment l'hydre contre Cygnus qui est bouclé en un épisode, Seiya contre, l'ours qui est bouclé aussi en un épisode et le dragon contre, Pégase qui, quant à lui, est bouclé en 2 épisodes. Je me suis dit que par arc, j'allais mettre en avant un combat, le meilleur des combats. Donc pour le coup, le meilleur de combat, c'est tout simplement Seiya contre Shiryu et c'est pas pour rien. En même temps, c'est le premier combat qui a lieu, sur 2 épisodes. C'est le seul combat en un contre un entre 2 chevaliers principaux et je pense sincèrement que c'est peut-être, quand tu regardes le dessin animé pour la première fois, c'est peut-être la première claque que tu as en termes de scénario, en termes d'écriture, c'est moi personnellement, c'est vrai que souvent quand je dois, faire découvrir Saint Seiya à des gens, je leur montre les 2 épisodes-là parce que, bah, tu as un combat, mais tu ressens l'esprit de chevalerie, tu as clairement les dialogues assez typiques de Saint Seiya et en même temps, tu es pas trop, trop loin non plus dans dans le manga, parce que si tu lui montres la fin au mec qui connaît pas, c'est un peu con. À noter aussi que c'est aussi durant ce combat que vous avez l'origin story de Shiryu. Donc lui, pour obtenir son armure de bronze du dragon, il devait inverser le cours de la cascade de Rosan en Chine, au mont des 5 pics. Donc il finit par y arriver avec un coup de genou qui fait que toute l'eau remonte le cours dans cette cascade. C'est plutôt stylé, c'est une scène assez cool. Je pense que c'est un peu plus difficile que Seiya qui devait battre juste 9 mecs, mine de rien. Alors, je sais qu'ils étaient balèzes, mais même si t'es pas doué en combat, je pense que tu as quand même plus de chances de battre 9 mecs plutôt que de faire remonter le cours d'un torrent, quoi. Donc, voilà, je pense que c'était un peu plus costaud pour Shiryu. Après, le résultat est là aussi. Parce qu'on a beau dire que toutes les armures de bronze se valent, que toutes les armures de d'argent se valent et que toutes les armures d'or se valent, c'est pas tout à fait vrai quand même. Rien qu'en termes d'armure de bronze, il est évident que l'armure du phénix et l'armure du dragon sont vraiment au-dessus. C'est l'évidence même. Alors déjà, concernant l'armure du phénix, à peu de choses près, elle ne peut pas être détruite, hein. En fait, elle arrive à se, bah, un peu comme le phénix,
elle peut renaître de ses cendres, donc l'armure qui est détruite peut, entre guillemets, «se réparer d'elle-même». Bon, ça a quand même ses limites, mais par rapport à d'autres armures, et notamment celle de Seiya qui ne se répare pas du tout, il y a clairement une différence. Et concernant l'armure du dragon, ils expliquent qu'elle a baigné dans la cascade de Rosan pendant des années et des années et des années et des années, et que du coup, elle est aussi solide que du diamant. Et il explique qu'il a le point le plus dur et le bouclier le plus solide. Ça va être important pour la suite. Je parle des deux, Steph. C'est-à-dire que là, je parle du dessin animé, mais tout à l'heure, je vais faire une petite parenthèse avec la différence entre les livres et le dessin animé. Alors, bah, Seiya, il s'en rend vite compte, hein, qu'effectivement, le bouclier, il est totalement indestructible. C'est-à-dire que lorsqu'il lance son attaque, ça ne passe absolument pas le bouclier du dragon, ce que Seiya juge impossible. Et c'est là que le dragon lui explique qu'il a clairement le bouclier le plus solide de la chevalerie, que son bouclier est indestructible, ce qui est très drôle parce que il ne se passe pas un arc sans que son bouclier indestructible soit détruit. Donc ça, c'est très drôle. Mais ça fait un peu partie du charme de Sensei. Il y a énormément de schémas qui se répètent. Donc voilà, Shiryu, le schéma qui se répète, c'est le bouclier indestructible qui détruit, il finit à poil et en sang. C'est toujours comme ça. Si ça se finit pas comme ça pour Shiryu, c'est que c'est un mauvais épisode. Réfléchissez pas trop. Donc, par rapport à ça, le dragon contre-attaque et Seiya, ce qu'il dit, c'est que, ok, tu as peut-être le bouclier le plus dur, mais c'est pas pour ça que tes coups ne sont pas imparables. Donc, il part le coup de poing, sauf que bah, le poing est aussi dur que le bouclier, et le bras de Seiya, ou en tout cas son poignet, son armure, est brisé au niveau de l'avant-bras. Par rapport à ça, notre ami Seiya réfléchit à une stratégie et il en trouve une, notamment avec une petite on va dire une petite histoire qui est qu'est-ce qui se passe exactement lorsque le bouclier le plus solide du monde se retrouve face au javelot le plus solide du monde. Bah, il y a tout simplement égalité. Les deux, entre guillemets, sont détruits. Donc Seiya se remémore cette histoire et il se dit que, étant donné qu'il ne peut pas détruire le bouclier et qu'il ne peut pas détruire le point, peut-être que ce qui serait intelligent, ça serait que les deux se détruisent tout seuls. Et c'est pour ça qu'il va se lancer tête première sur le bouclier. Shiryu qui ne comprend pas, donc il se contente de parer et après il essaie de lui coincer la tête et bien évidemment Seiya esquive. Et c'est comme ça que Shiryu a détruit lui-même à la fois son poing et son bouclier. Ici, on arrive à un petit problème en termes de, on va dire, de logique, en termes de crédibilité. Donc, c'est-à-dire que Shiryu comprend que alors déjà, il comprend que le combat va être beaucoup plus long que prévu, hein. C'est-à-dire qu'au tout début, il pensait que ça allait être, à l'aise. En plus, Shiryu veut mettre fin au combat très rapidement parce que, il y a sa petite amie qui lui explique que le vieux maître, qui lui a tout appris, est mourant. Donc il veut absolument, faire ce combat très, très rapidement pour repartir très vite en Chine et retourner auprès de son maître. Sauf que bah, Seiya, qui veut se montrer à la télévision, qui veut retrouver sa sœur, se relève encore et encore et encore. Et Shiryu, il est un peu sur le cul, hein, il n'y croit pas du tout. Et le problème, c'est que bah, voilà, le combat s'éternise et que son bouclier et son poing donc, sont détruits. Et c'est là qu'on en arrive un peu au petit problème au niveau de la logique, c'est qu'il explique bon, ok, bon, bah, j'ai plus d'armure, enfin, j'ai plus de bouclier et j'ai plus de points, peu de choses près. J'ai autant enlevé toute l'armure, elle ne me sert plus. Il dit carrément, elle ne me sert plus à rien maintenant. Mais comment ça, elle te sert plus à rien maintenant? Et tout le reste? Et le casque? Enfin, et ce qui te protège le torse? Comment ça sert plus à rien? On n'arrête pas d'expliquer que ce qui protège le corps du chevalier, c'est pas le corps, puisque le corps, c'est un être humain, en fait, hein. Ce qui protège le chevalier, c'est véritablement son armure. Donc tu plus le bouclier, tant pis, mais garde le reste. Là, c'est complètement, c'est pas crédible de dire: «Elle ne me sert plus à rien». C'est vraiment exagéré. Bref, Shiryu finit à poil, comme je l'ai dit, c'est systématique. Seiya, qui veut un combat équilibré, enlève son armure aussi. Donc ici, vous avez du coup maintenant un nouveau combat qui s'engage. La différence près, c'est que le premier qui se prend, entre guillemets, le super coup de l'autre, finira forcément au tapis. C'est Seiya qui commence avec donc les metteurs de Pégase. Shiryu se la pète pas mal.
On est persuadé pendant un long moment qu'il a réussi à tout esquiver alors qu'en fait, non, il s'est fait toucher une fois. Shiryu en a bloqué pas mal. Il a esquivé les plus, violents, mais voilà, il a été touché une fois. Seiya recommence, il est parvenu à le toucher une deuxième fois et là, Seiya lui dit: «Maintenant, vas-y, lance ta colère du dragon, je suis prêt». Donc là, Shiryu ne comprend pas et c'est là que Seiya lui explique que, il connaît son point faible et le point faible de Shiryu, c'est simple, c'est la griffe droite du dragon. Donc, je rentre dans les détails, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible. Lorsque le corps de Shiryu est vraiment rempli d'énergie, il y a le grand dragon qui apparaît sur son dos. Et la griffe droite du dragon, sur son dos, montre l'endroit exact où se trouve son cœur, en fait. Et lorsqu'il lance son attaque, la colère du dragon, en fait, il y a son point gauche qui protège le cœur, qui finit par écarter un tout petit peu pendant un dixième de seconde. Et Seiya, lorsqu'il s'est pris la colère du dragon la première fois, il l'a vu, que son point gauche s'écartait pendant un dixième de seconde. Et donc, clairement, il dit, vas-y, lance ton attaque, je suis prêt, et clairement, je te raterai pas. Shiryu ne pense pas qu'il arrivera à le frapper durant ce mini instant, ce très court instant. La réalisation est extraordinaire, cette scène-là, elle est magique avec le point qui s'écarte tout doucement, le brrr, la musique dramatique, le focus sur les yeux de Sia qui dit ça y est, je l'ai vu. C'est vraiment extraordinaire. Les deux se frappent en plein ciel avec Seiya qui se prend la colère du dragon en pleine poire et Seiya par contre qui arrive à frapper Shiryu avec un coup de poing entre guillemets normal mais en plein cœur. Seiya a une commotion cérébrale, il est clairement à l'agonie. Shiryu tombe en dehors du ring. Non seulement il a perdu, mais surtout il perd la vie. Suite à ça, il y a une scène très touchante qui est mise en place, qui est la scène du sauvetage. C'est la petite amie de Shiryu, Shonrai, qui explique que il est possible de faire repartir le cœur du dragon en fait. C'est-à-dire, enfin le cœur d'un chevalier même. C'est-à-dire que si un chevalier se prend un coup, il est possible de faire repartir son cœur s'il se prend un coup dans le dos de la même puissance, donc ce qui sous-entend le chevalier qui l'a touché, hein, en fait, hein, tout simplement, puisque il a la même puissance. Hein, donc c'est Seiya qui doit s'y coller. Le problème, c'est que lui-même, il est plus mort que vif. Mais voilà, il l'explique dès le début. Il devait le battre, mais ça n'a jamais été son ennemi. Il voulait encore moins sa mort, donc il va tout faire pour le sauver, et il le sauve en le frappant dans le dos avec la même puissance que lors de l'attaque qu'il avait mis KO. Ici, scène extrêmement importante pardon, pour deux choses. La première, c'est que vous avez 4 des 5 chevaliers principaux qui sont réunis pour une même scène. Vous avez Seiya, Yoga, Shun et Shiryu. Il s'agit des 4 chevaliers de bronze qui vont systématiquement faire équipe pour protéger Athéna. Par la suite, il manque que Iki, mais qui, de manière générale, de toute façon, a toujours fait cavalier seul. Donc, c'est pas bien grave. Donc ici, vous avez pour la première fois une scène où les 4 font front commun pour une même cause, à savoir le sauvetage de Shiryu. Autre chose extrêmement importante, entre ce combat et ce sauvetage, il y a une relation d'amitié extrêmement forte qui va naître entre Shiryu et Seiya, donc entre le Chevalier du Dragon et le Chevalier de Pégase. Alors c'est évident que les 4, enfin les 5 du coup, sont amis, mais pendant très longtemps, on va quand même appuyer le fait que Shiryu et Seiya, c'est encore autre chose. Ils sont très très proches, ils vont se sacrifier l'un l'autre plusieurs fois pour sauver l'autre. Lorsqu'ils sont séparés en deux groupes, c'est Seiya et Shiryu d'un côté et Shun Andromède et Yoga de l'autre. Donc voilà, ils vont très souvent faire équipe par la suite. On voit que leur amitié est plus forte que, entre guillemets, que celle des autres. Ça va un peu s'atténuer quand même par la suite de l'histoire. Oui, c'est en DVD. Alors le manga est, très, très bon. Donc c'est tout simplement, Senseiya, mais la plupart du temps, je il c'est écrit aussi Chevalier du Zodiaque, donc c'est au choix. Néanmoins, je te conseille, le dessin animé parce que, les comédiens de doublage et les OST, les thèmes musicaux sont vraiment extraordinaires. Donc, je ne peux que te conseiller soit les DVD, soit les Blu-ray. Fais juste très attention, tout simplement parce que, tu as, une version, censurée et une version non censurée. Donc, à la limite, tout à l'heure, lorsque Martin parlera un peu de Supergirl, je te montrerai à la caméra à quoi ressemblent ceux qui sont pas censurés. Parce que c'est un peu dommage quand même, parce que les épisodes qui sont censurés sont vraiment, vraiment charcutés pour le coup.
Au niveau des traductions, il y en a qu'une qui pêche un peu et encore, pour une fois, il y a une petite explication à ça. C'est-à-dire que, l'attaque en dans le manga, c'est Rozen Shōryūwa, que l'on traduit visiblement mot à mot, que l'on traduit par «Envol du dragon suprême de Lushan». Bon, c'est très long par rapport à Rozen Shōryūwa, donc je pense que dans le dessin animé, par rapport au temps que tu mets à dire «Envol du dragon suprême de Lushan», ça va pas. Donc, je pense que rien que par rapport à ça, pour que ça colle plus à la bouche, ils ont, raccourci ça en «La colère du dragon». Bon, accessoirement, c'est peut-être pas objectif, mais je trouve que «La colère du dragon», c'est peut-être un peu plus classe que «Envol du dragon suprême de Lushan», on va dire. Surtout que Lushan, peut-être que ça parle un peu au en Asie, nous, un peu moins, je pense. C'est avec cet arc que l'on va se rendre compte que même s'il y a 10 chevaliers de bronze et que le générique met 10 chevaliers de bronze en avant, il y a clairement, 2 catégories au niveau des chevaliers de bronze, hein. Tu as clairement l'équipe A avec Seiya, Hyuga, Shiryu, Shun et Ikki et de l'autre côté, l'équipe B, avec, donc les 5 autres et tu as donc, Saori un peu en DRH, quoi. Ici, je passe rapidement dessus. Ouais, je vais même passer tout simplement. Donc, on a quand même un peu l'origin story de Yoga. On sait comment il a obtenu son armure. Il devait briser le mur de glace éternel. On sait que sa mère est prisonnière des glaces. Ça donne un petit côté extrêmement touchant à Yoga. La musique est extraordinaire à ce moment-là. Bon, sachant que Yoga, c'est peut-être le plus fleur bleue, on va dire, de l'équipe. C'est vraiment le plus sentimental. En même temps, c'est le seul qui connaît sa mère et qui a un peu un lien avec sa mère puisqu'il pouvait la voir encore, même si, bah, bien évidemment, elle est morte, prisonnière des glaces. Mais voilà, donc c'est un personnage extrêmement fleur bleue, ce qui est aussi le cas de Sean, mais lui, c'est un peu différent parce que lui, en plus d'être fleur bleue, il est pacifiste dans l'âme. C'est plutôt évident, quoi. C'est aussi à la fin du tournoi que Ikki apparaît, le premier entre mes grands méchants de Saint On y reviendra, pour l'arc d'après et donc voilà, vous avez aussi les personnages que l'on découvre lors de l'épisode sur Shiryu, le grand maître qui sera extrêmement important par la suite. Petit point musical, très, très rapidement. Voilà, si vous êtes amateur de musique, si vous aimez les OST, il faut savoir que, les musiques de Saint ce n'est pas que mon avis, c'est un fait entre guillemets «avéré». Elles sont extraordinaires. Donc je me suis dit une petite musique par arc, ça peut être assez sympa, mais je l'avais pas fait pour le premier épisode, donc je vous propose Pegasus Ryuseiken, qui est un peu le thème principal, à peu de choses près et je vous propose la musique de Yoga lorsqu'il va voir sa maman, qui est une musique extrêmement, triste avec une, femme qui ne chante pas vraiment, qui fait, que des «la la la», en fait et c'est ça, à peu de choses près, les musiques dans, dans Senseiya, hein. C'est-à-dire, c'est beaucoup de musique symphonique avec, beaucoup, de cuivre notamment, et une femme qui fait des la la la, des choses comme ça. Encore une fois, je peux que te conseiller le dessin animé, surtout que le manga a quand même assez, mal vieilli. Les différences avec le manga, il y en a quand même quelques-unes, je passe dessus très, très rapidement. Alors Saori est encore plus détestable dans le manga. Donc là, on la voit vraiment, martyriser les autres, personnages, notamment, elle leur grimpe dessus, elle, les fouette pour que les orphelins, les enfants fassent, les chiens pour elle, enfin les chevaux pour elle, et elle, elle fait, genre elle est en train de monter les chevaux, quoi. Alors, il y a une c'est une différence avec le manga, oui et non, c'est une différence à ce moment-là, mais par la suite, ça aussi, ça va être mis en avant dans le dessin animé. Donc c'est que, une différence, temporaire. On notera que, Saori fait un truc assez bizarre où, elle parvient un peu à invoquer les chevaliers un peu avec son sceptre. Alors c'est assez symbolique étant donné que, ce sont les chevaliers d'Athéna et qu'entre guillemets, ils répondent à l'appel d'Athéna. Donc ça, par la suite, c'est assez beau, on va dire. C'est un peu un parallèle sur ce qui arrivera plus tard, même si, il n'y a pas vraiment, d'invocation, hein, bien évidemment. Là, on peut plus partir que c'est une sorte du principe que c'est une sorte d'effet spécial qui a été mis en avant, par l'organisation pour un peu en mettre plein la vue aux gens. Mais en tout cas ça, quoi qu'il en soit, c'est pas dans le dessin animé. Lorsqu'ils apparaissent devant le public pour la première fois, ils sont déjà tous au centre du ring en train de faire des poses de combattants. La conférence de presse, j'en ai déjà parlé, je reviens pas dessus. Alors une petite phrase qui est assez extraordinaire, il faut savoir que lorsque Shun et Jabu, s'affrontent au tout début, que ce soit dans le manga ou dans le dessin animé, on dit clairement que, Sean est extrêmement beau.
Voilà. Alors, Sean est extrêmement beau, il est extrêmement androgyne surtout et c'est vrai que dans le Japon, mine de rien, c'est très souvent présenté comme étant un critère de beauté, hein. Mine de rien, les hommes androgynes sont souvent considérés comme étant beaux, là-bas. Donc bah, ici, bah, du coup, ça transparaît aussi, hein. Sean est extrêmement androgyne. En même temps, c'est à tel point que, je vous l'ai dit, dans les premiers épisodes, il lui donne une voix de fille, ils sont carrément plantés sur la voix. Mais parce que voilà, très extrêmement féminin, cheveux verts, donc tu sais pas trop, dans quelle catégorie le mettre. Heu, Personnage très féminin, efféminé pardon, plus l'armure rose, forcément, voilà. Et là, ce qui est assez, énorme, c'est que dans le manga, donc ça, c'est pas dans le dessin animé, tu as le personnage qui lui dit: «Tu es si beau que» enfin, un personnage qui lui dit: «Tu es si beau que j'ai du mal à croire que tu es un homme». Voilà, c'est c'est assez violent comme phrase, je trouve, c'est sympa. Oui, c'est ça, c'est le 1er dessin animé, hein. Il y en a plusieurs, là, je te parle vraiment du premier. Et surtout, en termes de grosses différences, il faut savoir que, Yoga se la pète énormément dans le dessin animé, mais il est pas fondamentalement méchant. C'est plus en mode, «Je vais tous vous éclater parce que je suis le meilleur», c'est aussi simple que ça. Dans le manga papier, il est clairement, envoyé par le sanctuaire pour éliminer, entre guillemets, «les traîtres», c'est-à-dire tous les autres chevaliers de bronze. Et ça, c'est pas mis en avant dans le dessin animé. Dans le dessin animé, il n'y a qu'un homme qui est envoyé pour tuer tous les autres, et c'est Iki. Enfin non, il est même pas envoyé. Il y va tout seul pour se venger. Je dis de la merde en plus. Donc Iki, il va tout seul pour se venger, et par la suite, le sanctuaire a envoyé des gens pour tuer les chevaliers de bronze. Mais là, dans le manga, le premier à être envoyé, du coup, c'est Yoga, chevalier de bronze du cygne. Et du coup, au niveau du verdict, c'était une très bonne mise en bouche. Clairement, je pense que entre le principe du tournoi qui te présente pas mal de personnages, le talent des comédiens de doublage pour, la VF, mais, c'est le cas pour la VO aussi, les OST plus le combat Shiryu du dragon et le vocabulaire si particulier de cet univers qui fait très chevaleresque, hein. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est pas juste: «Je vais te défoncer la tronche». C'est pas du tout le genre de discours qu'on a dans Senseiya. Clairement, on a quand même une petite poignée d'épisodes qui sont quand même vachement représentatifs de Senseiya, dans son ensemble. C'est très, 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 très bon. Ah, moi, mon préféré, c'est Sean. Mais je sais, souvent, c'est Iki qui est le préféré des gens. Moi, c'est vrai que c'est Sean. Je me sens souvent très seul, d'ailleurs, à ce sujet lorsque je dis que c'est Sean. Même ma fille, elle s'est foutue de moi. C'est triste quand même, hein. Ma fille de 6 ans, elle a vu Sean, elle l'a fait. Je crois que c'était la quatrième fois qu'elle le voyait, à tout casser, hein. Elle disait: «Oh, mais il pleure tout le temps!» Mon Dieu, si même elle, elle le remarque. Ah et bah, je te conseille de te la refaire, Steph, du coup. C'est elle a pour moi, elle a bon, je l'ai jamais quitté la série, donc je suis peut-être pas objectif, mais je pense qu'elle a, en tout cas, bien moins vieilli que d'autres.